J'étais chef d'entreprise en France, je prenais plus trop de plaisir à aller travailler. Et quand tu travailles dur et qu'il te reste de l'argent à la fin, tu sais pourquoi tu bosses. Quand tu travailles dur et que l'État se sert et qu'à la fin tu as une petite prime de fin d'année, c'est plus pour ça que tu as signé en fait. J'avais vraiment dans l'idée de venir ici parce que j'étais tombé amoureux de la Thaïlande. Il y a plus de 15 ans, c'est moi qui étais à l'origine, ma femme ne voulait absolument pas et c'était un sujet qui était rédhibitoire, on n'en parlait pas. T'as tes proches, t'as ta famille, tes amis, tu te dis bah maintenant je suis grand, faut que j'arrête de croire que je vais me barrer. Psychologiquement, faut être armé et faut une famille solide. Parce que le Covid est arrivé. Après le Covid, j'ai vendu la boîte et quand on a vendu la boîte, on s'est dit on remet pas une thune en France. Et ma femme a pris le lead en disant en fait t'avais raison, faut qu'on se barre. Et on a monté un bar à fromage à la maille. Ça a matché et maintenant l'ambiance de la boutique fait qu'on est entre la fromagerie et le bar à vin. Les difficultés, elles sont multiples quand tu vis en famille. L'école privée en Thaïlande est plus chère qu'une bonne école privée en France. 250 000 bahts suivant l'âge de l'enfant. Les mecs qui montent des écoles, c'est pour faire de l'oseille. J'avais mon savoir-faire français, mes idées arrêtées françaises. Et quand tu arrives avec des idées en Thaïlande, c'est le meilleur moyen de te casser la gueule. Sabri Thai, en direct de Thaïlande, je suis à Koh Samui et aujourd'hui, je rencontre Jérémy. Si la Thaïlande ou l'expatriation vous intéresse, j'ai mon guide sur l'expatriation. Il y a plein d'informations sur les visas, les assurances, le logement, les opportunités d'emploi, l'immobilier. Je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Salut Jérémy. Salut Sabri. Enchanté de te rencontrer. De même, merci à toi d'être venu. Ça me fait extrêmement plaisir. Ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? On est arrivé tout début janvier, il y a 2 ans. Alors, expérience positive, négative ou toujours dans mitigée? l'expatriation, faut rester positif. Faut se dire que c'est toujours positif. Il y a forcément des moments difficiles quand on s'en va plus de 10 km de chez soi, mais faut retenir que le positif dans ces histoires. Plus de 10 km de chez toi, c'est-à-dire où est chez toi? Je suis fier d'être Sologno. Sologno? Si tu vois Orléans, t'es 30 km en dessous, le cœur de la Sologne, la chasse, les beaux espaces verts. C'est-à-dire que il y a une identité forte, c'est un peu comme les Corses? C'est un peu moins fort que les Corses, on parle peut-être moins fort, mais oui, les Solognos sont fiers d'être Sologno et on revendique d'être Sologno. Ouais. Je peux savoir pourquoi tu as quitté la France? Si j'en crois ce que j'entends, comme beaucoup ici, le ras-le-bol de la situation du moment, une fiscalité qui est un petit peu trop écrasante. Après, il y a aussi le côté familial où j'ai une fille et quand tu as envie de lui offrir un avenir, tu as envie de lui montrer beaucoup de choses et surtout de lui apprendre qu'il n'y a pas que la France, qu'elle peut s'ouvrir sur le monde pour avoir un avenir. Et voilà, en fait, on a cherché un Eldorado, on ne sait pas si c'en est un, mais en tout cas... Pourquoi ton choix s'est orienté sur la Thaïlande? Il y a je sais pas combien de pays dans le monde. Ça remonte à loin. Avant de rencontrer ma femme, je venais en vacances en sac à dos avec un pote qui se reconnaîtra s'il voit la vidéo. On a fait la Thaïlande en long, en large, en travers. Tous les deux. J'aimais beaucoup ce pays et j'avais vraiment dans l'idée de venir ici parce que j'étais tombé amoureux de la Thaïlande. Avant mon dernier voyage, j'ai rencontré ma femme qui a fait que je suis jamais venu habiter et c'est quelque chose qui est resté dans ma tête. Et maintenant, on a fait un voyage en famille déjà tous les deux pour venir voir. Après, en famille, en sac à dos. On a fait l'Asie en sac à dos pendant 2 mois tous les 3 avec notre fille et il s'avérait qu'on s'est dit si on trouve un endroit qui nous plaît, on jette l'ancre et puis c'est arrivé comme ça. Non, donc c'est plus toi qui a, on va dire, motivé, encouragé ta femme à venir ici, à découvrir le pays. À l'origine, il y a plus de 15 ans, c'est moi qui étais à l'origine, ma femme ne voulait absolument pas et c'était un sujet qui était rédhibitoire, on n'en parlait pas. Avec le temps, ça s'est retourné contre moi parce que au final, tu vieillis, puis t'as tes proches, t'as ta famille, tes amis et tu te dis bah maintenant je suis grand, faut que j'arrête de croire que je vais me barrer. Et en fait, le pays nous a un petit peu guidés à partir et ma femme a pris le lead en disant en fait t'avais raison, faut qu'on se barre. Quelle a été la goutte qui a fait déborder le vase en fait? Il n'y a pas eu de goutte en fait, c'était une accumulation au fur et à mesure des années. J'étais chef d'entreprise en France, c'était pesant. Voilà. Quel était ton métier? Alors j'avais une entreprise de plomberie, chauffage, climatisation qui marchait bien, qui avait une belle renommée. Le problème de ça, c'est qu'on s'enterre dans son entreprise. Et au final, j'avais un peu perdu pied, je prenais plus trop de plaisir à aller travailler. Donc il y a un moment, il faut te poser les bonnes questions. J'allais avoir 45 ans et je me suis dit, bon bah écoute, si tu te barres pas maintenant, tu te barreras jamais. Il n'y a pas eu vraiment de goutte d'eau en fait, c'était un constat de vie et une conclusion familiale de si on le fait pas là, on le fera jamais. En fait, ce qui guide notre voyage, c'est l'âge de notre fille, qui a 11 ans, et elle est arrivée en primaire, elle vient de rentrer au collège, l'idée c'était qu'elle parle bien l'anglais, et quand on voit, c'était fulgurant, en 2 ans, le niveau d'anglais qu'elle a aujourd'hui. Ah oui, mieux que le sien alors, je suppose. Le mien, à côté, il est vraiment ridicule. J'ai une femme et une fille qui sont bilingues, et au bout de 2 ans, je parle thaïglish, moi. Ah, Tinglish. Yes, thaïglish, c'est bien. Mes phrases sont pas très très compréhensibles pour une personne qui parle très bien anglais. Ouais, je comprends. Tu vas évoluer peut-être, tu vas apprendre avec ta fille. Déjà à la maison, on essaie de parler beaucoup plus anglais. En France, on parle bien français et on pense que notre langue est la meilleure du monde. C'est une très belle langue, mais si on veut essayer de travailler plus tard
pour les futures générations dans le monde entier, je pense que l'anglais c'est quand même important. Donc en France on parlait bien français, maintenant c'est moi qui demande à ce que l'on parle anglais à la maison pour me faire évoluer parce que les filles sont bilingues, donc à moi d'évoluer. Alors tu dis qu'il n'y a pas de goutte qui a fait déborder le vase, mais est-ce que tu ressentais de la frustration en France? Est-ce que tu te projetais ou pas? Alors j'avais arrêté de me projeter à partir du moment où j'apportais pour moi plus financièrement à la France qu'elle ne m'apportait derrière. Ça, j'ai envie qu'on développe ce sujet si c'est possible, parce que hier, j'ai interviewé un restaurateur qui me disait qu'il faisait 1 million de chiffre d'affaires dans l'année et qu'à la fin, il lui restait 50 000 euros. Alors moi je ne vais pas parler de mon chiffre d'affaires parce que c'est pour moi pas le sujet, c'est plus le sujet, ça fait plus partie de ma vie. Nous on était bien au-dessus de ça en chiffre d'affaires, mais quand tu vois ce qui reste à la fin, c'est vrai que le constat il est amer pour beaucoup de chefs d'entreprise. Quand tu fais beaucoup de chiffre d'affaires, moi j'ai un père qui m'a formé et qui m'a dit fils, l'important c'est pas le chiffre d'affaires, c'est le bénéfice. J'ai mis quelques années à le comprendre, mais par contre c'est une réalité. Et quand tu travailles dur, et qu'il te reste de l'argent à la fin, tu sais pourquoi tu bosses. Quand tu travailles dur et que l'État se sert et qu'à la fin tu as une petite prime de fin d'année, c'est plus pour ça que tu as signé en fait. Est-ce que les taxes, est-ce qu'on peut parler en pourcentage? Ils te prennent 40% ou plus? Alors je ne vais pas dire que j'ai fait le calcul personnellement, mais si tu veux vraiment aller du côté négatif, si tu prends ce que tu rentres dans la boîte et jusqu'à ce que tu sors pour toi, ce que tu dépenses au supermarché, on est bien au-dessus des 60% de taxes. Quand tu mets la TVA, que tu mets tout bout à bout, tes taxes, tes impôts, en fait, entre ce que tu rentres dans ta boîte, ce que tu vas sortir comme salaire et autres, à la fin de la chaîne, quand tu dépenses ton argent et que tu repaies la TVA sur ce que tu dépenses, pour moi, si je dis pas de bêtises, on excède les 60% de taxes. 60 ou voire 70 peut-être. Je veux pas aller jusque-là, mais je pense que 60%, je suis tranquille. Ouais, si tu te verses un salaire aussi, tu payes des impôts sur ton salaire. Ce qui arrive aussi quand tu bosses, l'idée c'est quand tu bosses dur, c'est de te filer un bon salaire. Si on se file plus de bon salaire, qui est motivé pour bosser pour rien? Et c'est là le paradoxe en France, c'est qu'il il faut plus travailler parce que sinon tu es taxé de plus en plus et en fait tu parles avec beaucoup de gens en Thaïlande. Une grande partie des expatriés qui étaient dirigeants en France ou même dans d'autres pays d'Europe lâchent l'affaire et viennent ici pour arrêter de se faire asphyxier sur l'impôt. Donc en fait, tous les travailleurs sont en train de quitter le pays. Je saurais pas. J'abuse, enfin j'exagère un peu en utilisant le terme tout le monde, tous les travailleurs, mais beaucoup de travailleurs, parce que c'est ce que je constate ici à Koh Samui, c'est qu'il y a des plombiers, t'as des pâtissiers, t'as des boulangers, beaucoup dans les métiers de la restauration, de l'hôtellerie, qui veulent se refaire ici. En fait, toutes les personnes comme moi qui ont, enfin pas toutes, mais une partie de personnes comme moi qui n'ont pas eu un parcours scolaire très florissant. Moi, j'étais vraiment pas bon à l'école. J'ai dû travailler de mes mains très jeune. À quel âge tu as démarré? J'ai commencé à 16 ans. À 16 ans, très tôt, voilà. Okay. J'ai fait CAP, BEP, plomberie, chauffage. Après, j'ai voulu aller jusqu'au bout, mais j'ai pas tenu d'un CAP de couverture dans la même entreprise. Et après, je suis parti en génie climatique pour peaufiner un peu la partie pompe à chaleur, tout ça. Enfin, voilà, ce qui me plaisait en fait. Ouais. Et donc, tu t'es dit Thaïlande alors? Ouais, je me suis dit Thaïlande, tout comme tu disais, les gens qui sont ici, une bonne partie de gens comme moi qui n'ont pas fait de grandes études, on a réussi à valoriser nos mains en France, sauf qu'aujourd'hui, quand tu sais travailler qu'avec tes mains et un petit peu ta tête, mais que ton vrai métier c'est les mains, en France, on te coupe un peu l'herbe sous le pied et dès que tu montes une entreprise, que ce soit restaurateur, que ce soit plombier ou autre métier manuel, de toute façon, on se fait allumer. Est-ce qu'on peut dire que tu as été pessimiste un peu ou pas? Parce que tu aurais pu aussi te dire, tiens, je vais rester un peu en France, peut-être que ça va s'améliorer, peut-être que ça va changer dans les prochaines années. À quel moment je suis pessimiste? Cette question, Sabri, quand tu regardes l'actualité du moment, je pense que j'étais visionnaire plus qu'autre chose, parce que depuis que j'ai décidé de partir avant le Covid, j'ai pas le sentiment, ou alors je suis à côté de la plaque, moi j'ai pas vraiment le sentiment que la France soit sur une pente montante. Est-ce que c'est propre à la France ou est-ce que c'est propre à l'Europe? Ou propre à l'Occident? Comme je te l'ai dit, j'ai pas fait de grandes études, je suis pas politologue, mais moi mon ressenti me suffit à prendre des décisions pour moi. Je vais pas épiloguer là-dessus parce que je suis pas assez calé. À ton échelle, à ton niveau, pour à mon ta niveau, femme j'ai et ta l'impression fille, que l'Europe va pas bien. Maintenant, c'est une impression. J'ai pas développé. Pour moi, ce qui se passe en Europe, c'est un peu derrière. Ça fait 2 ans bientôt que je suis là. Je regarde plutôt devant que derrière, et j'essaie de construire ma vie ici plutôt que de me demander ce qui serait passé là-bas. Alors, quelles difficultés tu as rencontrées lorsque tu es venu en Thaïlande, en tant qu'expatrié immigré, voilà. Alors on en parlera plus tard peut-être, expatrié ou immigré? On le voit comme on veut, de toute façon on a un petit peu les deux. Les difficultés, elles sont multiples quand tu viens en famille. C'est un super pays, par contre tu as la barrière de la langue en premier. On n'est clairement pas câblé pareil parce qu'ils ont leur culture, on a la nôtre.
Et c'est à nous de nous adapter. T'arrives chez eux, on va pas révolutionner leur pays. C'est à nous de nous plier à leur façon de faire, à leur pays. Ouais, donc c'est à nous, on va dire, de nous adapter, c'est ça? Clairement, moi, ça fait partie des sujets qui, en France, me dérangeaient. Qu'en fait, tous les gens qui viennent ne s'adaptent pas au pays, mais qu'on doit s'adapter forcément à tout le monde. Alors, est-ce que tu parles thaï? Alors, est-ce que je parle thaï? Sawadee-cap. C'est déjà pas mal. L'adaptation passe aussi par la langue, je pense. Par la langue, mais... Est-ce que tu as fait l'effort un peu on va dire, d'essayer? Voilà, je sais que c'est pas facile, mais... J'ai fait un petit peu l'effort, bien que ça me dérange de pas le faire plus. Ouais. Mais comme je te le disais juste avant, je pense que la priorité pour m'en sortir, c'est de parler anglais, d'être fluent complètement en anglais. J'en suis loin. Je me débrouille de mieux en mieux en anglais, mais ça fait partie des projets. Si je reste là, ça me paraît indispensable de savoir quand même parler un peu thaï, ne serait-ce que par respect pour les gens qui nous accueillent et qui nous entourent. Ouais. C'est vrai qu'on le dit pas, souvent peut-être, mais en fait en Thaïlande, c'est pas nécessaire. On peut se débrouiller juste avec l'anglais. On peut, mais je trouve que c'est un peu dommage quand tu arrives dans un pays. Il faut pas s'arrêter là. Voilà, il faut pas s'arrêter là. C'est dur. Pour certains plus que d'autres. Moi, je fais partie des gens, comme je disais, je répète, mais j'ai pas fait beaucoup d'études parce que j'aimais pas ça. Donc apprendre, ça fait partie un petit peu du lot. Ouais. Par contre, je trouve normal quand tu arrives dans un pays d'apprendre un minimum, tu vois, compter jusqu'à 10, connaître les jours de la semaine, dire bonjour, au revoir, s'il vous plaît, les bases de la politesse. Okay. Après, on sait que les Thaïs parlent en grande majorité anglais, même si l'anglais n'est pas top, il est au niveau du mien, donc on arrive à se faire comprendre. Mais par respect pour le pays qui t'accueille, je trouve ça bien quand même de parler. Est-ce que tu as vécu un choc culturel? Est-ce qu'il y a des points, des subtilités? Alors, à quel niveau? À tout niveau. Te le lister, c'est compliqué parce que t'es pas en France, quoi. T'es à plus de 10 000 km de chez toi. Qu'est-ce qui t'a choqué? Il n'y a rien qui m'a choqué, je connaissais, je venais depuis longtemps. En fait, c'est pas une histoire d'être choqué, c'est une histoire d'adaptation parce que le premier choc que tu as, tous les Français connaissent les pâtes thaï. Il n'y a pas que ça parce que la nourriture thaï est très riche et très bonne. Ouais. Mais quand tu arrives ici, tu manges pas européen. Ouais. Tu es heureux pendant 2 mois de manger thaï. Au bout de 2 mois, un morceau de pain, un bout de camembert et un coup de rouge. Tu commences à péter un câble. Au bout d'un moment, tu te dis, waouh, le roast beef de mamie avec les patates, tu vois. Ouais. Alors, tout le monde connaît le pad thaï, mais les Thaïlandais ne mangent pas de pad thaï. Alors, à mon sens, c'est un plat quand même... c'est un plat marketing, tu vois. C'est pour la communication. On dit pad thaï, alors c'est facile de s'en rappeler, mais tu verras que 95% des Thaïs ne mangent pas de pad thaï. Ils n'ont jamais ça dans leurs assiettes. Voilà, pas de krapa, pas de conde, mais jamais de pad thaï, tu vois. C'est vrai. Ça, c'est un plat d'étrangers. Voilà. Moi, j'en mangeais en arrivant et j'en mange plus. Je mange beaucoup plus de pad thaï parce que forcément, quand tu habites ici, même si tu manges du pad thaï en arrivant, tu finis par en être lassé. Donc, tu veux aussi découvrir tous les plats qui font partie de la gastronomie. Mais comme je te disais, au bout de 2-3 mois, quand tu as commencé à faire le tour de ce que tu aimais, ce que tu n'aimais pas, tes racines te rappellent quand même. Tu es venu avec quel budget en arrivant ici en Thaïlande? Alors, je ne vais pas te dire ce que j'ai prévu comme budget. Je vais te parler de la réalité qui est la mienne. Aujourd'hui, une famille de 3 personnes, si tu n'as pas tes 2 000 € par mois, ou 80 000 bahts à peu près, pour 3 personnes, tu t'en sors. Donc toi, tu vis à peu près avec 2 000 € par mois, à peu près. Moi, je vis pas forcément avec ça, mais si t'as pas ça, c'est tendu. Okay. Faut pas oublier que t'as des assurances, et quand tu veux une bonne assurance, ça coûte cher. L'école, nous, notre fille, elle était en école privée en France. On l'a remis en école privée ici parce que de toute façon, on n'a pas le choix, on ne peut pas la mettre dans une école thaï. Okay. L'école privée en Thaïlande est plus chère qu'une bonne école privée en France. Enfin, de ce que moi j'ai trouvé sur Koh Samui. Après, alors, l'école, c'est combien l'école par mois ici? C'est ma femme qui gère. Tu sais pas? Je te dirais une bêtise, je crois qu'à l'année, suivant les écoles, que tu sois en primaire ou au collège, vraiment apprendre avec réserve, je crois que c'est entre 150 et 250 000 bahts suivant l'âge de l'enfant, suivant l'école. Elle est à l'école française? Elle est à l'école française, ouais. Elle était à l'école internationale de Winfield, ça lui convenait pas et on l'a déplacée, elle est dans une petite école, maintenant une école française. Ok, mais Winfield c'est aussi français? Alors c'est français et anglais, c'est international. Français et anglais, oui, tout à fait. Okay. Mais c'est un campus avec 800 élèves et là elle est dans une classe où je crois que tu as 80 élèves de la primaire au lycée. 80. Ils sont 8 par classe. Pour la qualité de l'enseignement, ça doit être... Ouais, c'est très bien. Et tu penses que le système d'éducation est meilleur ici en Thaïlande? Nous, on est formatés à l'européenne, pour pas dire à la française. Ouais. L'éducation chez nous, c'est un sujet qu'on connaît depuis tout petit, qui fait partie d'un truc qui est englobé et géré par l'État. Ouais. Ici, c'est pas le cas, t'arrives, c'est un business. Les mecs qui montent des écoles, c'est pour faire de l'oseille. Ouais. Donc, on n'est pas dans la même recherche. J'ai entendu 2-3 trucs, des écoles qui se montent avec des qualités de recrutement qui sont de mieux en mieux. Il y a 2-3 trucs qui pêchent à droite à gauche pour moi. Maintenant, on a quand même une qualité d'enseignement qui nous convient parce que nous, on a été vers ce qui nous convient. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que ça ne va pas et il y en a qui trouvent que c'est génial. Donc après, il faut vraiment parler pour soi et pas généraliser. Pour moi, l'école, elle est
plus cher qu'en France. Suivant les établissements, tu vas avoir des bons profs ou moins bons. Voilà. J'aime bien le point que tu as souligné, c'est-à-dire que les écoles sont là pour faire de l'oseille, au même titre que les hôpitaux privés ici. Tu n'es pas considéré comme un patient, mais comme un client. Tu vois. Ma question suivante, c'est est-ce que tu y crois, toi, au système d'éducation? Parce que toi-même, tu as arrêté l'école tôt. Est-ce que j'y crois? Je suis pas sûr de comprendre le sens de ta question, mais moi, je crois qu'il faut faire des études, c'est sûr. Maintenant, si un enfant n'est pas à l'aise à l'école, c'était mon cas, il faut pas insister, pousser un enfant à faire des études après le collège. J'ai plein de cas concrets autour de moi, de potes qui ont des sociétés qui marchent très bien, qui ont des postes dans des sociétés où ils gagnent de l'oseille plus que certains chefs d'entreprise, et que des gens qui n'ont pas fait d'études. Donc oui, c'est important de faire des études. Maintenant, attention, chaque profil est différent et il faut écouter ses enfants. Alors ma question, c'était plus par rapport à la Thaïlande, c'est-à-dire que tu payes 10 000, 15 000 euros par an pour l'éducation de ton enfant. Imagine, ton enfant passe 10, 15 ans à étudier, ça fait tout de suite 150, 200 000 euros, tu vois. Ouais. 200 000 euros, c'est pas mieux de les donner à ton fiston et en attendant de lui donner des cours toi-même. Je vais te répondre très simplement et pas épiloguer là-dessus parce que je pense que tu es là depuis bien plus longtemps que moi. Des enfants qui ont eu de l'argent, je pense que tu en as croisé un paquet qui sont arrivés, qui sont repartis avec plus rien. Et c'est la phrase c'est ouais, il rentre pas trop, une main devant. Ouais, une main devant, une main derrière. Je pensais que tu allais dire le mythe que tout le monde balance pour repartir millionnaire, faut arriver milliardaire. Ah, c'est pas mal cette vague aussi, non? Mais ouais, non. Tu sais, filer de l'argent à des enfants, ça leur donne pas un avenir en fait. Ouais. Donc non, moi je pense qu'il vaut mieux mettre de l'argent dans des études. On les éduque, évidemment. Je veux dire, il achète un appartement, tu le mets en gestion, tu peux avoir, tu vois, des revenus. Ouais, après je sais pas, peut-être que... Ce que je veux dire, c'est apprendre la réalité de la vie. Pas forcément de la théorie. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tu as étudié les maths, on a étudié plein de choses. Est-ce que ça te sert aujourd'hui? Ouais. Ah bah, oui, alors dis-moi à quoi te sert le théorème de Pythagore et Thalès? Alors Pythagore me sert plus, par contre quand tu travailles dans le bâtiment, que tu dois savoir lire des plans, prendre des mesures, si ça m'a servi dans ma vie professionnelle de connaître Pythagore, Thalès, tout ça. Ouais. Mais tout comme le français que je détestais à l'école, j'ai détesté faire des fautes quand je suis devenu chef d'entreprise. C'est horrible de taper des mails à des clients ou à des fournisseurs et de se dire ça se trouve il y a une faute dans le truc quoi. Et ça m'a permis de me prendre la tête, de me perfectionner, et même sans aucune gêne, aller voir mon assistante, voir ma femme, dire tu peux me relire, parce que ma honte, ouais, tu ne voudrais pas que... c'est d'envoyer un truc avec des fautes. Pour un dirigeant, c'est pas possible. Enfin déjà de base, moi je trouve que c'est vachement important de savoir lire, écrire et de savoir s'exprimer correctement. Alors est-ce que c'est important, en arrivant dans un pays comme la Thaïlande, de fréquenter les locaux? Alors pour moi, je pense que c'est indispensable. Il faut juste trouver les locaux qui s'ouvrent à toi parce qu'en fait, je pense qu'on est soit par pudeur, timidité, on va pas vers les Thaïs, qui sont des gens accueillants et gentils, mais naturellement, et là encore une fois, je parle pour moi et pour l'endroit où je suis, Koh Samui, il y a beaucoup de Français. Et on a la facilité de croiser des Français et des Européens de manière générale. Donc ça, c'est un frein aussi à rencontrer des Thaïlandais, bien qu'on y arrive. De par le business, nous aujourd'hui, forcément, tu as des employés thaïlandais. Donc déjà, rien que ça te met dans le moule et tu t'obliges, justement, comme on disait tout à l'heure, à parler quelques mots de thaï pour montrer à tes salariés que tu les respectes et que tu es chez eux et que c'est normal aussi que tu fasses des choses et tu t'intéresses à tes salariés. Donc quand tu as un business, de toute façon, tu n'as pas d'autre choix que de parler thaï, que de rencontrer des Thaïs. Hello, how are you? Sawadee-krap. Bro, hey. Ça va. Tu sais que j'aime bien, moi. Tu es dans un quartier plutôt sympa, local. Ouais, j'aime bien. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo avec un boucher dans ce quartier-là. Ton voisin, ton voisin, oui, on ira voir tout à l'heure. J'ai envie de te parler un peu de la communauté française. Est-ce qu'il y a une solidarité? Est-ce que parfois tu as rencontré un chemin semé d'embûches? Est-ce que tu as eu des difficultés parfois? Je sais que quand tu arrives en tant que nouveau, on se sent pas toujours le bienvenu. Alors moi, j'ai pas ressenti ça parce que je pense que même si je le ressens pas, ma femme me dit que j'ai un peu de caractère quand même. Et en fait, je suis pas blessé facilement. Donc si quelqu'un n'est pas très gentil avec moi, en fait, je vais en faire fi et je tourne les talons, si tu veux. Tu dépenses ton énergie ailleurs. Je suis pas venu là m'acheter des potes, j'en ai depuis l'enfance, c'est les mêmes. Donc en fait, je m'en fous, je suis venu en Thaïlande pour vivre une expérience. Effectivement, il y a beaucoup de Français. Est-ce que c'est facile avec les Français? Le peu que je côtoie, je dirais que c'est ceux que j'ai choisis. Donc à partir du moment où je les ai choisis, c'est facile. Donc en fait, tu ne laisses pas d'autres personnes que tu ne connais pas rentrer dans ton entourage facilement.
Bah, disons que je suis ouvert à tout le monde. Si au bout d'une demi-heure le mec me saoule, je sais que voilà, celui-là fera pas partie de mon entourage et c'est pas dommage en soi. On se connaît pas. Donc si le mec est tordu ou commence par critiquer tout le monde, je vais me dire dès que je vais avoir le dos tourné, ça va être pour ma gueule. Donc alors, t'es venu pour quel projet justement ici en Thaïlande? Parce que depuis tout à l'heure on parle. Alors à la base, je suis venu avec une idée très précise, et quand tu arrives avec des idées en Thaïlande, c'est le meilleur moyen de te casser la gueule. Moi, je suis venu dans l'idée de monter une boîte du bâtiment pour faire de la rénovation de villas, un peu haut de gamme. Tu as une expérience dans le... Dans le haut de gamme, oui. Tu t'y connais? Disons que la société que j'ai reprise derrière mon père a fêté les 50 ans à mon départ, et mon père a fait une bonne partie de très belles propriétés en Sologne. Okay. Quand j'ai repris, forcément, c'était un peu le savoir-faire de la maison, donc on a pérennisé la chose et on l'a développée différemment, la société, avant que je la vende. Mais oui, je connais un petit peu les travaux de qualité. Je suis loin d'être le meilleur et je suis loin de tout connaître. Maintenant, j'ai bossé pendant 30 ans là-dedans. D'accord. Donc tu te rends compte qu'à Koh Samui, c'est pas quelque chose... Il y a matière à refaire des villas. Salut, comment allez-vous? Ça va? Je te fais un petit message, Laurent, quand j'ai fini? Ouais, bien sûr. À tout à l'heure alors. C'est les clients avec qui j'ai rendez-vous tout à l'heure. Ah d'accord, ok. Pour la partie bâtiment. Bah, ils me connaissent alors. Ah bon? Oui, il y en a, ils m'ont dit ça va italien. Ouais, du coup, non, en termes de construction, je pense que sur Samui, j'ai commencé à regarder comment ça marchait. Il y a des entreprises sérieuses qui viennent, mais je sais pas si elles viennent du continent, si elles sont de Samui. J'ai vu des chantiers très professionnels, mais quand tu regardes les petits constructeurs qui te font des 5-10 villas, c'est pas ouf, quoi. Alors, t'as lâché ce projet-là? Non, j'ai monté la boîte en arrivant. Ah, t'as monté la boîte? Et au bout de 3 mois, j'étais sur la construction de ma villa. Enfin, pas la construction, j'ai acheté une maison qui était à l'abandon, pas finie, des Français qui se sont cassés le nez, qui sont repartis après juste avoir monté la maçonnerie de la maison. Personne voulant acheter ça, je l'ai acheté. D'accord, ok. Et je me suis dit, allez, premier chantier, c'est le mien. Ok. Et en 3 mois, on a fini la maison, et à la fin, ma femme m'a donné des petits cachets en me disant faut que tu te détendes et j'ai dit je vais attendre un petit peu parce que je suis à bout de nerfs et travailler en fait je venais de France, j'avais mon savoir-faire français, mes idées arrêtées françaises et en fait quand tu arrives avec des idées arrêtées ici, encore une fois tu es chez eux, donc c'est à toi de t'adapter, c'est pas eux de s'adapter à toi. Donc c'est un peu la complexité, donc l'entreprise du bâtiment est restée en sommeil. Alors tu as fait la rénovation, juste pour que je puisse comprendre, ça fait 2 ans que tu es en Thaïlande, tu as commencé avec la rénovation que tu as mis en stand-by. Ma propre maison qui m'a fatigué, j'ai dit stand-by, je pense qu'on fera pas ça. Ce qui nous a obligés à dire on va faire quoi? Parce que ma femme ayant 10 ans de moins que moi, il y a un moment, on n'a pas l'âge de la retraite. Ouais. Puis de toute façon, on sait pas rien faire. Ouais. Et on s'est dit, on avait monté un business en France, un business plan en se disant on va arrêter le bâtiment, on va partir habiter dans le sud de la France et on va faire un bar à vin, bar à fromage. Donc tout le business était déjà fait avec un pote caviste, on avait fait faire des plans par un archi, on avait fait plein de trucs. Okay. Et du coup, ce business-là ne s'étant pas fait parce que le Covid est arrivé. Après le Covid, j'ai vendu la boîte et quand on a vendu la boîte, on s'est dit on remet pas une thune en France. C'est le moment. La gamine étant petite, on s'est dit primaire, si elle bouge pas maintenant, ça va être compliqué. Donc on s'est dit, on fait pas de bar à vin, pas de bar à fromage. Ouais. On se barre, et après 30 ans de bâtiment, quoi de mieux que de faire du bâtiment. Sauf que l'histoire, tu la connais, quoi. J'ai fait ma baraque et je me suis dit, non, en fait, bâtiment, ça va être trop compliqué. Et là, on a réouvert le dossier bar à fromage et on a monté un bar à fromage à la maille. Ok, d'accord. Enfin, une fromagerie bar à fromage. Okay. Pour résumer, tu étais plombier, chauffagiste, et là, tu deviens fromager. Alors, je suis un fromager en devenir, mais ma femme a commencé à prendre un petit peu le dessus sur la fromagerie. C'est pas un fameux risque quand même de passer de plombier chauffagiste à faire du fromage, parce que on dit souvent quand même qu'il faut pas s'improviser restaurateur quand on est en Thaïlande. Si tu n'es pas restaurateur, on s'improvise pas. Mais un métier, ça s'apprend. C'est ça. Et tout comme pour le bâtiment, ce serait bien que certaines personnes comprennent que quand on est du bâtiment, on est du bâtiment, et quand on est fromager, on est fromager. Moi, j'ai aucun problème à dire à mes clients, attention, je ne fabrique pas le fromage, j'ai tout appris en France, les bases. Et ici, depuis bientôt 1 an d'ouverture sur la fromagerie, mais j'en ai appris tous les jours et j'en apprends encore. Le fromage, c'est un produit qui vit. Je le cuisine pas, donc je vais pas m'improviser restaurateur. Maintenant, j'ai appris à affiner du fromage, à gérer les stocks. Je le faisais avec une boîte du bâtiment, mais c'est pas pareil puisque tu es sur des produits qui se périment. Un raccord de plomberie, tu le mets dans le casier, et il va pas pourrir. Des produits vivants, c'est pas la même. Donc tout ça, au bout d'1 an, j'en ai appris beaucoup. Je suis entre guillemets un faux fromager parce que un fromager pour moi il fabrique ses fromages. Moi j'ai trouvé plein de partenaires, en tout j'ai 12 partenaires. Un des partenaires que je connais avec qui j'ai fait un reportage, on salue Brice. Brice, il fait de l'excellent fromage de Chiang Mai en plus. Yes. Et du coup, j'ai sélectionné des bons partenaires. Et en fait, le challenge, c'est de réussir à faire vieillir ces fromages parce que je les achète frais. Et ma plus-value,
sur un an, j'ai la compris que conservation, c'est pas tellement de la conservation, c'est le faire vieillir correctement, ce qu'on appelle l'affinage. Et en fait, ça, j'ai tout appris ici, parce que quand tu reçois tes fromages, tu penses que tu vas acheter des fromages, qu'il va falloir apprendre à les conserver pour les vendre, mais en fait, ça, c'est une fausse idée, parce que quand tu les reçois, beaucoup de fromages sont frais et pas commercialisables. Tu peux avoir une semaine à un mois de boulot avant de le mettre dans la vitrine. Et ce boulot-là, je le connaissais pas et je m'y attendais pas. C'est là où j'ai une petite partie du métier de fromager, ça se limite à ça. D'accord. Donc en fait, ton rôle, c'est de faire vieillir le fromage. De l'affiner. De l'affiner. Voilà. Je reçois tout un tas de fromages. Il y en a qui ne s'affinent pas. Tu prends des pâtes dures. Tous les fromages comme les gruyères, les choses comme ça qu'on dit à pâtes dures, c'est les fromages qui sont très souvent travaillés et vieillis par les fromagers qui ont les laiteries, bien que ces fromages-là vieillissent quand même. Mais là où on va avoir un gros travail, c'est sur les fromages à pâte molle de vache, les chèvres à affiner, tous les fromages de Thaïlande. Les fromages de Thaïlande. Est-ce que les Thaïlandais, ils sont friands de ça? Alors les Thaïlandais, si tu leur fais découvrir, nous, nos staff aiment les fromages, mais alors les fromages, vraiment, on va être sur tout ce qui est facile. Parce que si j'ai bien compris, les Thaïs, ils sont pas comme nous, ils ont beaucoup d'intolérance au lactose. Ouais. Ce qui fait que les fromages forts, c'est pas possible. Ils vont aimer du brie pas affiné, c'est-à-dire pas trop fort. Le brie truffe, t'oublies, parce que la truffe, c'est un goût pour eux qui est pas bon. Les goûts d'avieux, tout ce qui est facile, tout ce qu'un gamin mangerait en fait. Les Thaïs, ils aiment ça, et par contre, ils savent quand même quand c'est bon. Tu leur mets un bout de gruyère du supermarché et un vrai bout de gruyère chez mes fournisseurs français, artisans, meilleurs ouvriers de France et champions du monde des affineurs. Quand ils prennent les deux morceaux, ils savent lequel est le bon. Donc pour toi, ta cible, ça va être clairement des Français, enfin des Français, des Occidentaux. La cible, c'est pas celle qu'on pensait. On a ouvert en se disant, il y a beaucoup de Français. Force est de constater que sur l'île, j'ai pas vu de magasin de fromage, enfin de fromagerie avec des références de même qualité. Il y a quelques gens qui font des trucs bien. Je suis pas en train de dire qu'on est les meilleurs et qu'on a les meilleurs produits, mais j'ai vraiment axé le truc avec ma femme sur les produits très quali. Donc qui dit quali dit onéreux, et on s'était dit il y a des Français qui sont comme nous en manque de vrais produits quali quoi. Effectivement il y a cette clientèle qui est pas forcément que française, mais surtout on s'était dit on fera des petites planches dégustation s'il y a des clients qui ont envie de se faire plaisir à la boutique. Ma femme fait des plateaux magnifiques et en fait aussi bien visuellement que gustativement ça fait un carton et du coup on communique beaucoup sur les réseaux avec les plateaux et c'est 50% de notre business parce qu'on livre toute l'île en plateau, on fait des livraisons de fromage parce que certains clients aiment nos fromages et certains aiment nos plateaux, voire les deux. Donc maintenant on fait le wine pairing. Donc j'ai fait un rayon vin et on livre sur l'intégralité de l'île des clients qui sont maintenant des habitués. Est-ce qu'on peut visiter? Allez, je t'emmène. Voilà, on arrive. Et puis j'avais fait un reportage juste à la boucherie. Il y avait Philippe ici, c'est ça? Ouais. Philippe qui était là à la boucherie. Juste à côté, Voilà, on a fait un super reportage ici. C'est ici que tu es. Voilà, la petite boutique Cheese Art Gallery. Eh bien écoute Sabri, bienvenue dans notre petite boutique de la Maille, Cheese Art Gallery. Donc tu vois, on a aménagé... Cheese Art Gallery, hein, ça Cheese Art Gallery, c'est ça. Attends, ce que je vais te mettre quand même pour la visite, nos beaux tabliers de fromagers. Ah, t'as bien fait, attends. On est quand même dans la boutique, faut pas déconner. Hein. Pour que tu comprennes un peu l'esprit du truc, c'est une fromagerie, mais pas que. Comme tu peux le voir autour de toi, on a créé un petit coin salon pour que les gens qui attendent puissent se poser, boire un coup, un café, manger une glace. On fait les glaces Rossini, puisque forcément, les glaces sont faites sur l'île. Glacier Rossini, j'ai fait un reportage aussi. Ouais, et, qui sont les meilleurs de l'île. Donc du coup, tu vois, ce petit coin salon, il a tout son sens, parce que depuis qu'on a des habitués qui viennent tous les vendredis soirs, on est ouvert en bar à vin, bar à fromage. Et maintenant, on a des habitués qui nous appellent en début de semaine pour dire, pour la soirée de vendredi, tu nous gardes le salon. Ah oui. Ouais, ce petit coin, il plaît beaucoup. Donc à la base, il était créé pour, tu vois, éventuellement, comme tu disais, si un jour des clients veulent se faire une planche, mais plus en mode salle d'attente, parce qu'on s'est dit qu'on aurait beaucoup de clients, forcément. Et puis, du coup, avec les soirées, ça a matché. Et maintenant, l'ambiance de la boutique fait qu'on est entre la fromagerie et le bar à vin. Et le vendredi soir, on a beaucoup de gens qui viennent, qui se font des bouteilles de vin, du champagne, du charcuterie, fromage, on fait des planches mixtes, enfin, on fait plein de choses. Alors, pour ceux qui veulent repérer le lieu, c'est juste à côté de la boucherie. Voilà, c'est juste à côté là, en fait. On avait fait un reportage. Ça vous permettra de vous repérer. Alors, quel est le meilleur fromage ici? Alors ça, c'est une histoire de papille. C'est propre à chacun. Il n'y a pas de meilleur fromage. Il n'y a que des bons. Quand on ne l'aime pas, c'est juste que toi, tu l'aimes pas, mais il y en a d'autres qui l'aiment, sinon il n'existerait pas. D'accord. Aujourd'hui, la référence qui plaît beaucoup, parce que justement, il y a quand même une partie de Thaïlandais qui achètent du fromage. Donc, ce qui plaît le plus à tous les palais, c'est le Bria Savarin, parce que c'est un fromage qui est super onctueux, crémeux, super quali, parce que il vient d'un producteur qui est assez réputé aussi. Donc ça, c'est un fromage qui plaît. Donc, on a fait un compartiment avec des fromages qui sont très très français. Quand tu vois du Langres, Pont-l'Évêque, Münster, Murol, le Bria Savarin, on a du brie aux truffes. Alors là, endroit sympathique, lieu agréable. Évidemment, ils font du fromage, donc la propreté est de rigueur. Et puis, je pense que le quartier est sympa aussi. Vraiment, le quartier est sympa. Il y a
street food Thaï à côté. Voilà, il y a un voisinage sympa. Et puis le quartier est plutôt calme. Voilà, il n'y a pas trop de passages de voitures. Voilà, juste quelques petites poteaux, mais c'est rien. Tu travailles pas tout seul, je suppose. Ah non, c'est très compliqué en Thaïlande, on n'a pas le droit. On a forcément des staffs thaïlandais. Ok. Notre staff, c'est Mio. Yo, sawadeeเป็นดีที่ได้รู้จักคุณมาจากจังหวัดอะไรครับ Bangkok ค่ะ Donc je lui ai demandé d'où est-ce qu'elle venait, elle vient de Bangkok en fait. Ok. Ouais, moi, je le savais déjà. Ah, bonjour. Lucie, ma femme, ce n'est pas une staff. Enchanté, enchanté, enchanté. La Voilà. personne qui fait les sublimes plateaux pour toute la population thaïlandaise qui nous fait confiance. Merci pour votre invitation dans ce lieu agréable. Merci à vous. Donc, du coup, ce que j'aimerais, si tu m'autorises, Sabri, c'est de te faire goûter quand même un ou deux fromages, que tu vois la qualité de ce qu'on vend. Encore une dégustation. Bon, je vais vraiment commencer à prendre du poids avec ces vidéos quand même. Hein. Va falloir que je me maîtrise un peu plus. C'est parti. Je vais te faire goûter, tiens, ça c'est un truc sympa. Te faire goûter le Murol. Et avec un petit morceau de pain, je vais te faire goûter le Bria Savarin. Ok, ça fait une grosse dégustation là. Ouais, mais je t'en fais goûter que deux parce que après j'ai peur, comme tu dis, que tu prennes du poids. Ouais, c'est dangereux. En plus, j'ai tourné pas mal de reportages, donc. Je vais chercher un petit morceau de pain. Alors là, c'est comme chez mamie, hein. C'est pas très beau. Ouais. Faut pas retenir ça. Tu retiendras que le goût, à mon avis. Ça, c'est un Bria Savarin affiné. Un brillet. Un Bria. Un bria. Bria Savarin. Savarin affiné. Excellent. Magnifique, il n'y a rien à dire. Je voudrais juste dire quelque chose d'important. C'est qu'un de mes premiers jobs, c'est que j'ai travaillé dans le fromage à la montagne. Je me réveillais à 5 heures du matin. Et je devais être là-bas à 6 heures du matin. Je travaillais dans des chambres froides, combinaison de cosmonautes. Et voilà, ça me fait plaisir en tout cas. Excellent. Très onctueux. Et là, goûte, c'est un petit Murol. Ça vient du Massif Central. Ouais. C'est super bon. Alors c'est parti pour la dégustation. Murol, venu du Massif Central. Excellent. Il est pas mal, hein? Ah, moi, Pas c'est mal du un des fromages que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je t'ai fait goûter Pas ça. mal du tout. Hein. Ouais, pas mal du tout, franchement. Merci. Voilà, j'espère que je ne vais pas prendre du poids, mais en tout cas, si vous voulez déguster, voilà, vous venez rendre Pizza visite Gallery. à Jérémy. Voilà, et puis voilà, même lui faire un petit coucou en tout cas. Il sera ravi. Il y a un super canapé. Il y a même du vin. Vous pouvez faire des petites planches de fromage. Si vous voulez venir nous voir, ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera avec Lucie, mon épouse, et Miou, notre staff. On vous fait des planches sur mesure si vous aimez le fromage et la charcuterie. Et avec un petit wine pairing, si Sabri veut vous montrer le petit coin Ouais, vin. alors moi, c'est plutôt jus d'ananas, mais voilà, s'il fait aussi. On a une petite sélection qui est bien descendue, parce que la soirée de vendredi dernier, on a eu des clients assez gourmands en vin qui sont venus. Donc à 17h, on a un réassort, bien que la cave à vin soit pleine. Là, c'est normalement le petit rayonnage de nos vins, qui est pas complet parce qu'on doit être livré, mais on a de quoi vous abreuver si jamais vous avez envie d'une petite planche fromage-charcuterie, fromage toute seule, charcuterie toute seule, voilà. On saura vous accueillir correctement. Ouais. Alors, que pensez-vous de la Thaïlande? Est-ce que c'est un pays agréable à vivre? C'est un pays hyper agréable à vivre, les gens sont très accueillants et le climat, que ce soit la météo ou le climat social, est très bon et très doux, qui change de l'Europe. Après, en tant qu'entrepreneur, bien évidemment, il faut travailler, mais à force de travail, généralement, on a tout ce qu'il faut. Mais c'est quand même un risque, en tant qu'entrepreneur, de franchir le pas. Ah ben, et bien évidemment, c'est un grand risque puisque c'est pas notre culture, on n'a pas la même façon de voir le business, on parle en anglais, qui est ni notre langue maternelle ni la leur, et puis à chaque fois qu'on monte un business partout dans le monde, on a Il y a un risque. Où que ce soit, il y aura un risque. Exactement. Et est-ce que la France vous manque quand même? Pas tellement, non. Pas tellement. Non, on a du vin, on a du fromage, on a du pain. Déjà, voilà. Ah, c'est ça l'astuce en fait, c'est de Culinairement monter un parlant, business de fromage. En fait, la vraie question, c'est forcément, il y a des choses qui te manquent. Qu'est-ce qui te manque en France? Il y C'est a la des famille. choses. À la famille, les amis, déjà en premier, mais tes petites habitudes que tu pensais pas qui te manqueraient. Comme quoi? Notre vie en fait, parce que on s'était construit notre cocon en France, et en fait, on est en train de reconstruire quelque chose entre ce que tu avais et ce que tu construis. Il y a un creux, et t'as pas vraiment de chez toi, tu sais pas trop où t'es, tu sais pas. Ça, c'est difficile, mais après. Mais non, après, honnêtement, à partir du moment où on est bien en famille, je pense qu'on peut être bien partout dans le monde. Et moi, à titre personnel, ce qui me manque le plus, c'est quand même les haricots verts. Il n'y en a pas ici. Hein. Bah, c'est pas les mêmes, ils sont grands, ils sont longs. Non, des ça, bons ils comme sont chez nous, il y en a pas. C'est pareil pour les poivrons aussi. Ils n'ont pas les poivrons longs. Exactement. Ouais, c'est ça. Ok. Ah, Mais d'accord. autrement, voilà, on trouve quand même quasiment tout ici.
Et pour l'avenir de votre fille, vous le voyez où? On se pose pas cette question, pose on pas. lui prévoit un bel avenir et ce sera suivant l'endroit qui s'offre à nous, parce que ça change tellement en ce moment partout dans le monde que nous on se fixe pas une idée de on sera où dans 10 ans. C'est tellement complexe en ce moment que nous on va essayer de lui offrir l'endroit le plus judicieux pour qu'elle ait un avenir certain et agréable. Exactement. Est-ce qu'on peut dire que vous vous adaptez au tenté en fait? Vous voyez, en fonction du tenté. C'est-à-dire que tu te dis pas, ah, j'ai interviewé certaines personnes qui m'ont dit, moi je veux mourir en Thaïlande. Non, on n'en est Donc pas en là. fait, c'est une projection vraiment. Ouais. Nous, Non, on en je est pas pense qu'en fait, on vit un peu au feeling. On a passé des belles années en France. Le business devenait compliqué. Ici, tout n'est pas rose, mais il y a quand même une vie qui est quand même hyper agréable. Il y a beaucoup de sécurité. Notre fille a grandi dans un environnement top et époustouflant. Et après, peut-être que ce sera Bangkok, peut-être que ce sera la Malaisie, est-ce que ce sera l'Australie ou autre. Voilà. Nous on part Seul l'avenir lui dira. on part du principe que la vie est très courte. Donc il ne s'agit pas d'en avoir qu'une. Donc on essaie d'en vivre plusieurs dans une seule. Et pour ça, il ne faut pas s'attacher à un endroit. On peut t'attacher aux gens, mais pas aux endroits. Est-ce que vous donneriez un conseil à d'autres couples comme vous qui sont en train d'hésiter, de se poser la question, est-ce qu'ils devraient partir ou pas? Moi, je dirais que c'est propre à chacun. C'est propre à chacun, mais on se fait toujours une montagne du premier pas et on se dit que c'est une montagne à franchir, que la marche est haute. Et en fait, non. Il faut juste prendre la décision de l'assumer. Une fois qu'on est clair avec ça, Après, effectivement, c'est plutôt simple. partir aussi loin de ses racines, on s'en fait tout un monde et c'est pas si compliqué que ça. Par contre, faut pas minimiser les choses. Psychologiquement, faut être armé et faut une famille solide. Parce que il y a des moments de doute, il y a des moments de tristesse parce qu'on est loin de nos proches. Et effectivement, si on est décidé, c'est pas insurmontable. Non. Par contre, faut être décidé, faut pas le prendre à la légère. C'est quand même des épreuves. Je pense aussi que, Jérémy, ta force supplémentaire, c'est que tu as une épouse, que tu as un enfant aussi. Et je pense que ça, c'est une force supplémentaire. Que si tu étais venu peut-être célibataire. Alors après, la force pour tenir dans cette épreuve, celle dont on parle, cette épreuve de famille, bien évidemment, notre socle, notre famille, c'est ce qui fait qu'on est plus fort. Maintenant, tu viens célibataire, t'as pas de famille, c'est vachement plus facile. Tu crois? Je l'ai vécu comme célibataire, la Thaïlande, Ouais. et c'est pour ça aussi que je voulais venir habiter. Quand t'as juste tes potes et ta famille, tu n'as que toi, donc t'as envie de prendre un billet, aller voir tout le monde. T'as pas un enfant à l'école, t'as pas un commerce d'ouvert, t'as pas ta femme qui te dit pourquoi on va y aller. Tu te dis pas, j'aurais fait la fête tous les soirs, j'aurais pas eu le poids de la responsabilité de m'occuper de ma fille, que si j'allais faire la fête toute la soirée, le lendemain, je pourrais peut-être pas l'emmener à l'école, je pourrais pas gagner. Ah non, mais si j'étais dans la situation de tout seul, c'est tout seul sans enfant, donc j'aurais pas eu d'enfant. On parle de situation. Si une personne décide de venir en célibataire, qu'il n'a pas de femme, pas d'enfant, pour lui, c'est easy, en fait. Ok, donc financièrement parlant, en fait, c'est ça. Financièrement et moralement, enfin, c'est facile quand tu n'as que toi à t'occuper. On est tous tracassés pour l'autre quand on vit en famille. Mais dès lors qu'on sent que nos enfants sont bien, que l'école est ok, et qu'ils évoluent dans un environnement correct, honnêtement, voilà. Je pense qu'il faut être solide en famille, il faut vraiment être soudé. Je pense que si on arrive à s'installer à l'autre bout de la France, on arrive à s'installer à l'autre bout du monde. Tout est question de personnalité et de caractère, mais... Merci beaucoup pour votre partage d'expérience. Merci. Merci à toi d'être venu jusqu'à nous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Mon guide sur l'expatriation, je vous mets le lien dans la description. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.